Salut tout le monde, merci de vous joindre à nous. Aujourd'hui, nous faisons une lecture d'articles sur les éléments en tant que juge. C'est un article de recherche, donc il passe en revue beaucoup d'informations. Nick et moi allons passer en revue. Nous vous recommandons de lire l'article. Nous avons extrait beaucoup d'informations importantes et des éléments intéressants. Avant de commencer, une petite introduction. Tu veux commencer, Nick? Oui, je m'appelle Nicolas Van Nest. Je suis un défenseur des développeurs ici chez Harris. Je viens de rejoindre et ouais, j'attendais vraiment avec impatience de passer en revue cet article avec vous. Et en général, les LLM sont vraiment super excitants en ce moment, donc ça va être très amusant. Ouais. Et salut, je suis Sally Ann, chef produit chez Harris. Je passe souvent sur notre assistant IA, copilote. Donc, coût de ce matériel est quelque chose auquel je pense tous les jours. Je construis des évaluations et je les utilise. Donc, les éléments comme juge sont une technique puissante. Et quand je ne travaille pas sur notre produit, je travaille avec des clients qui ont des connaissances à ce sujet dans l'industrie. Donc, je suis super excitée de plonger là-dedans. Mais ouais, plongeons alors. C'est super. Cool, nous aimons l'interaction. Donc, si vous avez des questions, un sujet à approfondir ou un point non mentionné, mettez-le en Q&R ou chat. Nous répondrons en direct. Et ensuite, nous essaierons de garder du temps à la fin pour avoir une discussion. Mais avant d'aborder le papier d'action, nous essayons quelque chose de nouveau. Ces dernières lectures d'articles incluent des mises à jour sur l'industrie de l'IA. Vous savez, cette industrie évolue si rapidement. Je trouve que j'ai un peu de mal à suivre tout ça, donc je suis sûre qu'il y a des gens qui ressentent la même chose. Donc nous voulions juste souligner quelque chose d'intéressant que nous voyons. Le premier noté, c'est la sortie de Google DeepMind Gemini 2.0 et le projet Astra. Ce que je trouvais intéressant sur cette sortie, c'est qu'ils ont spécifiquement mentionné un modèle d'IA conçu pour l'ère agentique. Ces 6 derniers mois, les agents gagnent en popularité. Je vois beaucoup de contenu à leur sujet, beaucoup de projets autour d'eux. Donc, c'est intéressant de voir Google faire cette mention spécifique à cette ère agentique, et je suis vraiment impatient de voir ce qui va encore arriver. La deuxième information que nous avons ici, c'est Apple travaille avec Broadcom pour développer ses propres puces de processeurs IA. Je suis sûre que ce n'est un secret pour personne. Nvidia, c'est un peu le principal fournisseur de puces de processeurs IA. Donc, c'est intéressant de voir Apple rejoindre ce domaine en tant qu'acteur. Je pense que notre infrastructure, les puces d'IA, vont aller de pair avec ce que nous serons capables d'accomplir avec les modèles. Donc, je suis personnellement ravie de voir ça grandir. Et puis, enfin, si vous ne l'avez pas vu, OpenAI a lancé 12 jours de sortie d'IA. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le jour 10. Je ne l'ai pas ajouté ici, mais ce sont les 9 dernières sorties. Beaucoup de choses ici. Je vais juste parler de certains d'entre eux que je trouve remarquables. Je pense que Sora est vraiment génial. C'est comme du texte en vidéo. Les visuels là-bas sont vraiment incroyables. Je recommande vraiment d'essayer. Nous avons aussi le partenariat entre OpenAI et Apple avec l'intelligence d'Apple, qui est lancé avec la dernière mise à jour d'iOS. Ils en ont quelques-uns de drôles, comme Advanced Voice, comme le mode Santa, ainsi que des choses plus sérieuses, comme les nouveaux outils pour développeurs, le Canvas, la possibilité de obtenir le code, de l'éditer en temps réel, de jouer ou d'exécuter ce code dans leur UI maintenant. Des sorties vraiment excitantes arrivent et j'ai hâte de voir ce que les 3 prochains jours nous réservent. C'était un petit aperçu des mises à jour de l'industrie. Passons aux choses sérieuses. L'article, ça a l'air super. Oh, d'accord. Donc, au cas où quelqu'un ne saurait pas ce qu'est un LLM, en tant que juge, nous voulions faire un petit aperçu de cela. Donc, leur but est d'évaluer les résultats, ou en fait n'importe quelle partie d'une application LLM en termes de qualité, de pertinence et d'exactitude. Ce ne sont que quelques-uns. Nous allons en parler beaucoup plus tard. Il y a toute une série d'applications, mais cela va s'appliquer à pratiquement n'importe quelle application LLM. Vous savez, cet article en particulier mentionne des choses comme la résumation, le dialogue, le codage. La raison pour laquelle les gens veulent utiliser un LLM en tant que juge plutôt que la notation humaine, c'est évolutif et cohérent. Il y a beaucoup. Résultats interprétables grâce à cela en utilisant des éléments comme des explications. Cela réduit la dépendance à l'évaluation humaine. Nous voyons beaucoup de gens utiliser Helm comme juge. Il y a des choses comme les évaluateurs de code ou, vous savez, l'évaluation strictement humaine. Mais nous voyons Helm en tant que juge utilisé le plus, et c'est un outil super, super puissant, tant que vous l'implémentez de la bonne manière. Nick, tu veux ajouter quelque chose sur l'introduction? Raté quoi? Je pense que tu as tout dit. Ouais,
C'est vraiment intéressant, en quelque sorte, de regarder ces LM en tant que juge et de voir comment ils se comportent. Et j'ai un peu fait des recherches à ce sujet et ajusté mes propres modèles. Donc, ils sont vraiment géniaux. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Tu sais, j'adore le côté des données. Donc, commencez à annoter vos ensembles de données avec ces jugements, ces valeurs catégorielles. Ça va être vraiment génial de voir les différentes applications entrer en production. Et nous allons aborder tout cela dans un petit moment. Voici l'article. Nous aborderons ces points. Certains seront sautés pour gagner du temps. Je vous recommande vivement de le consulter si vous avez des questions sur comment commencer avec LMJ, mais ce sont en gros les 5 piliers sur lesquels il se concentre. Donc il se concentre sur la fonctionnalité, comme pourquoi, la méthodologie, comment, les applications ou la méta-évaluation, et aussi comme certaines limitations pour LMJ. Donc ce sont un peu les principales choses sur lesquelles nous allons nous concentrer ici aujourd'hui. Voyons les types d'entrées. Il y a environ 3 types d'entrées. Cet article mentionne. Donc, nous avons l'évaluation point par point. Cela se concentre sur un élément. Vous pouvez penser à cela comme ma sortie est-elle correcte? Voici un modèle de prompt. Voici ma sortie. Peux-tu me dire si cette sortie est correcte ou pas? Vous pouvez également faire une évaluation par paire. Alors, lequel de ces éléments est meilleur? Donc, en comparant 2 éléments ou plus. Quel résumé capture mieux l'idée principale? Je vois cette évaluation par paire fréquente quand nous entrons dans les expériences. Vous changez le modèle ou un modèle de prompt. Comparez votre vérité de référence à cette nouvelle sortie. C'est vraiment un excellent exemple d'évaluation par paire. Peut également être utilisé dans des applications où vous pourriez avoir votre modèle en fait au moment de l'inférence, créant 2 résumés ou produisant 2 sorties, mais je le vois souvent utilisé sur le côté expérimental des choses. Et ensuite, l'évaluation par liste. Donc, si vous faites une sorte de classement ou que vous obtenez une sortie, vous savez, un LLM produit comme 5 sorties, une évaluation par liste va les classer. Donc, vous pouvez comprendre comme cette liste, laquelle est ça la meilleure, laquelle est ça la pire, et comprendre un peu cette pertinence à travers le tri. Ouais, et vous verrez, comme vous savez, un exemple courant que beaucoup d'entre vous ont peut-être rencontré. C'est avec ChatGDP. Ils ont comme de temps en temps, ils vont inclure une sorte de comparaison et en fait, vous savez, donc ils vont donner 2 réponses différentes et demander à l'utilisateur de juger laquelle est la meilleure. Ce que je pense est vraiment génial parce que vous externalisez essentiellement ce jugement à votre client et utilisez cela pour améliorer votre modèle et ils le font de manière un peu aléatoire, donc ce n'est pas avec chaque réponse. Donc je pense que c'est beaucoup plus acceptable de cette façon. Client, ouais. C'est un excellent exemple que je suis sûre. Beaucoup de personnes dans le public ont vécu. Je sais, je reçois ça tout le temps. Cool. Je suis content de le prendre. En ce qui concerne les critères d'évaluation des entrées, vous savez, pour ce que vous évaluez, vous pourriez examiner une variété de choses différentes. L'un d'eux est la qualité linguistique, par exemple, la fluidité, la cohérence, la précision grammaticale, la concision, cela pourrait être la précision du contenu. Vous savez, donc vous pourriez avoir votre entrée et vous avez le contexte fourni. Puis vous avez la réponse qui est générée par votre application LLM en production. Vous avez ce LMS qui est juste là à surveiller des faits inventés ou peut-être trop d'élaboration, des choses comme ça. Et ensuite, vous avez des métriques spécifiques à la tâche, donc l'informativité, la complétude, la diversité. Par exemple, disons que vous voulez un ensemble de réponses diversifiées, pas juste, vous savez, une suggestion pour un produit spécifique. Vous voulez plusieurs produits mentionnés. Cela peut être quelque chose vous examinez, l'expérience utilisateur, l'utilité et l'intuitivité de la sortie pour les utilisateurs. Pour la conclusion clé, les bons critères dépendent du contexte de l'application et des retours des parties prenantes. Sally, pense que tu mets beaucoup l'accent là-dessus. Absolument. Je fais des appels avec des clients où je parle à des gens dans la communauté et il y a cette méfiance un peu autour de l'EM en tant que juge. Il y a des gens qui semblent ne pas travailler et m'implique vraiment avec les gens. J'ai vraiment l'impression qu'ils ne prennent pas le temps de définir ce qui est vraiment le bon critère pour leur application. Et je pense que cette idée d'utiliser vos retours des parties prenantes est vraiment, vraiment importante. Donc, avant que quiconque ne commence, vous savez, à se lancer dans, vous savez, LM, en tant que juge, je suggère qu'ils prennent le temps de comprendre à quoi ressemblent même les critères de succès? Que signifie pour leur application de bien fonctionner? Est-ce que c'est juste répondre correctement à la question? Il est crucial de vérifier si la question est bien répondue et si l'appel de fonction est correct. Les arguments sont-ils corrects? Comprendre.
totalement votre système. Je recommande à ceux qui utilisent LM comme juge de bien définir ces critères et ensuite allez créer vos modèles de prompt. Ces évaluations de LM en tant que juge, je pense que vous verrez beaucoup plus de succès avec elles et vous obtiendrez des résultats bien meilleurs. Euh, ouais, ça, c'est ce que je retiens de ça. Incroyable. Beaucoup d'entre nous sont familiers avec ça. Vous avez différents types de références que vous pouvez utiliser, mais vous pouvez utiliser une évaluation basée sur des références, ce qui, en gros, vous pourriez le considérer comme du RAG, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres types de données, des données sélectionnées. Ce n'est pas juste tiré d'une base de données, ça pourrait être comme si vous aviez vos traces qui proviennent de votre application de production, et ensuite vous avez manuellement, des données ont été fournies, vous avez également l'évaluation sans référence qui utilise simplement les informations intégrées dans le modèle. Donc, les deux sont très précieux. En ce qui concerne les résultats, quelque chose auquel nous pensons généralement, c'est la sortie principale. Donc, vous avez votre modèle de production, il génère des réponses. Et ensuite, votre LLM, alors qu'un juge est assis en haut, générant des scores ou des classements ou attribuant des résultats catégoriels. Les valeurs, un exemple serait est-ce factuel, est-ce halluciné, est-ce ambigu. Si c'est factuel halluciné, ça prend trop de liberté. Quelque chose à attraper, tout. Vous pourriez également avoir d'autres résultats, comme des explications. Donc vous savez, ce serait une explication de pourquoi une catégorie donnée a été attribuée, et aussi quelque chose comme des retours. Donc, avec la réponse donnée que votre application de production produit, comment pouvez-vous l'améliorer? Et comme ça donne plus un aspect d'auditabilité et d'observabilité qui peut vraiment vous aider à commencer à comprendre votre application rapidement. Je veux dire, quelqu'un peut passer en revue les entrées et les sorties et, vous savez, porter un jugement à leur sujet. Mais avoir ce texte supplémentaire ici, voici exactement pourquoi un résultat a été donné, peut vraiment simplifier cela et vous donner un ensemble de données beaucoup plus riche. Travailler. En ce qui concerne les systèmes d'évaluation, l'exemple classique est celui des systèmes LLM simples. Donc, ceux-ci sont simples, évolutifs, et vous verrez souvent quelque chose comme ça. Vous pourriez également avoir un système multi-LLM, donc cela pourrait être comme une collaboration ou une compétition, différents LLM créant des réponses, et ensuite peut-être un qui juge la meilleure réponse, et ensuite l'exemple que j'adore vraiment sont les systèmes de collaboration homme-AI. Donc ce serait un système où l'humain examine les réponses de votre LLM en tant que juge et détermine si celles-ci sont correctes. Et j'ai un peu donné cet exemple. Plutôt, comme cela peut se produire, lorsqu'un ingénieur utilisant la plateforme Harris peut simplement regarder et annoter manuellement. Aussi, oui, il y a beaucoup de fonctionnalités dans Harris qui vous permettent de, vous savez, fournir cela à vos clients et recueillir des données de vos clients pour obtenir des ensembles de données vraiment riches qui impliquent cette évaluation humaine. Ouais, je vois cette coopération homme-AI comme je pense que ça devrait être le standard d'or là. Utilisez un LLM comme juge pour gagner temps et argent, mais vous avez besoin de cet humain dans la boucle pour essayer de vous assurer de savoir où votre évaluation se trompe. Et je pense qu'une autre chose dont je parle souvent, c'est que les évaluations ne sont pas quelque chose que l'on met en place et qu'on oublie. Vous définissez ce que vous pensez être juste, puis vous l'observez et vous allez les ajuster et les améliorer au fil du temps. Et meilleure façon de le faire, c'est avec des données et donc, ce que vous décrivez, il y a un moyen de faire cela, d'annoter, de sauvegarder dans un ensemble de données, et vous pouvez utiliser cela pour optimiser réellement votre modèle d'évaluation. Mais je pense que c'est le standard d'or là. Nous avons en fait une question du public sur le point de sortie numérique. Y a-t-il un mécanisme de retour pour savoir si c'est correct ou pas? Et une chose que je voulais souligner à ce sujet, c'est que je pense que tu l'as peut-être déjà mentionné, Nick, un peu, c'est nous recommandons définitivement d'utiliser des fables catégoriques quand il s'agit d'Alum en tant que juge. Nous avons des recherches à ce sujet et d'autres articles ont également été publiés à ce sujet. Les alumnes ne s'en sortent tout simplement pas bien. Quand il s'agit de produire des résultats numériques, et c'est vraiment un peu difficile de savoir si c'est correct ou pas. Cela dépend de ce que vous essayez d'évaluer. Il y a des mécanismes basés sur le code que vous pouvez utiliser pour vous assurer que c'est correct, mais si c'est le cas, vous devriez probablement juste utiliser du code pour évaluer dès le départ. Donc, ce serait mon indice, essayez d'utiliser étiquette. Même si vous avez quelque chose comme un A5 et que vous voulez attribuer des scores, essayez d'associer cela à un langage naturel. Je pense que vous obtiendrez de bien meilleurs résultats là. Ouais, et juste pour développer là-dessus, quand vous donnez une entrée à un LLM, il vous donnera souvent une variété de résultats.
vous savez des textes différents à chaque fois. Et donc, vous savez, dans ces situations de zéro shot, vous êtes essentiellement, vous savez, vous lui demandez de attribuer un score, mais il ne connaît pas nécessairement tous les scores précédents qu'il a donnés dans le passé. Et donc, vous savez, souvent, faire une comparaison, comme faire des comparaisons côte à côte entre des traces, peut vous donner comme une meilleure compréhension de, comme quelle était la meilleure réponse, quelle était la moins bonne réponse. Ce sont des choses sur lesquelles vous pouvez vous pencher. Mais ouais, aussi, vous savez, parfois, ça aide d'avoir comme une grille d'évaluation qui serait comme, vous savez, un score de 0 à 1 à ses caractéristiques, un score de 1 à 5 ses caractéristiques. Cela peut aider à regrouper vos réponses et à offrir une plus grande cohérence pour la fonctionnalité des juges LMS. Il existe différents types d'évaluations. Vous avez des réponses, des évaluations que vous pouvez considérer comme l'examen des réponses individuelles et ensuite l'ajout de statistiques sur ces réponses. Donc vous pourriez avoir un score d'exactitude, de pertinence, de cohérence, de fluidité qui est généré. Et ensuite, pour l'évaluation du modèle, c'est plus comme un agrégat. Donc, vous pourriez avoir un domaine spécifique, comme vous savez, votre entrée est un ensemble d'exemples de code ou, vous savez, exemples de traduction. Et ce que vous faites, c'est que vous agrégerez plutôt la performance sur ce corpus de données afin de caractériser la performance avec ce type de données spécifiquement. Donc, vous pourriez utiliser ces réponses individuelles pour ensuite les agréger et donner un score global pour l'amélioration des modèles. Il existe plusieurs types d'améliorations qui peuvent être réalisées. L'une d'elles est la modélisation des récompenses. Vous savez, vous avez votre LLM en production, vous avez votre LLM en tant que juge, examinant comment chaque réponse est formulée, puis appliquant un score ou une valeur catégorique. Cela peut ensuite être utilisé pour entraîner votre ensemble de données. Et j'adore comment EasyArise facilite, vous savez, la création d'ensembles de données, comment il précise vraiment ce que... Vous savez, les ensembles de traces que vous souhaitez utiliser ou les étiquettes que vous voulez utiliser pour un entraînement futur. De plus, vous pouvez avoir votre LLM agissant en tant que vérificateur, où il examine essentiellement une variété de réponses et trouve la meilleure. Donc, l'exemple, je pense, c'est que si vous avez des clients qui posent souvent la même question et que votre LLM revient souvent avec des réponses, vous pourriez avoir une réponse qui est, vous savez, la plus alignée avec la marque, la plus alignée avec le produit, comme toutes les différentes choses que vous essayez de transmettre au mieux à votre utilisateur et de lui offrir la meilleure expérience possible. Donc, lorsque vous utilisez un LLM en tant que juge, vous pouvez vraiment l'avoir, sélectionner les meilleures réponses et ensuite ajuster un modèle qui favorisera ces résultats, ce qui peut être très utile. Ensuite, le dernier point est le retour d'informations pour le raffinement. Donc, vous faites un LLM en production, il produit un résultat. Vous avez votre LLM en tant que juge, générez des retours sur ce résultat et faites des suggestions. Et cela pourrait ensuite être utilisé pour ajuster un modèle en aval afin d'incorporer. Retour d'informations, et ensuite, la construction des données, et j'adore les données ici, donc c'est en fait ma diapositive préférée. Pour l'annotation des données, il y a souvent eu des cas où GPT-4 peut surpasser les travailleurs de la foule, ou un autre LLM peut être utilisé pour automatiser essentiellement l'étiquetage avec une grande précision. Pour les améliorations de la qualité des données, par exemple, disons que vous avez, vous savez, une réponse qui est générée par votre application de production, vous pourriez vouloir attribuer une catégorie. Ah, cette réponse, vous savez, était-ce factuel? A-t-il été halluciné? Ce que vous pouvez faire, c'est forcer une explication logique, ce qui serait comme c'est factuel parce que cette section de texte était représentée dans les entrées, et ensuite le faire suggérer, étiquette, et de cette façon, vous n'obtenez pas juste une étiquette. Sans aucun contexte, vous obtenez en fait un processus logique, comme décrit en langage naturel, et vous pouvez l'utiliser à des fins d'entraînement. Cela peut également améliorer l'étiquetage lui-même, comme la performance de l'étiquetage. Celui que je trouve vraiment intéressant, c'est l'apprentissage actif. Donc je vais utiliser à nouveau un exemple catégorique, essentiellement. Lorsque vous avez des catégories entre lesquelles vous jugez factuel, halluciné, il peut y avoir des exemples ou des traces où il y a de l'ambiguïté. Et votre LLM production pourrait ne pas être capable de faire une bonne distinction là-dessus. Donc, ce que vous faites, c'est
que vous pouvez vous concentrer sur ces exemples d'incertitude et les faire envoyer spécifiquement à des annotateurs humains. Et ensuite, quand cela revient, cela peut être utilisé pour entraîner le modèle. Et donc, ce que vous faites essentiellement là, c'est que vous réduisez le coût de l'étiquetage dont vous avez besoin, parce que vous êtes en train de créer un ensemble de données uniquement avec les cas où vos traces sont incertaines. Et rendre cette ligne entre les différentes catégories beaucoup plus claire, ce que j'adore, je pense que c'est vraiment génial. Pour la synthèse de données, bah, vous savez, générer des ensembles de données synthétiques peut être super efficace. Vous pourriez aimer, par exemple, disons que vous avez un biais dans votre ensemble de données. Ça pourrait être comme un biais de genre ou biais racial ou quelque chose comme ça. Et vous voulez vous assurer que vous offrez une bonne expérience client à toutes les personnes impliquées. Vous pouvez en fait utiliser des données synthétiques pour... Désolé, excusez-moi. Vous pouvez utiliser des données synthétiques pour créer un équilibre et rééchantillonner, ce qui peut être très efficace. Eh bien, nous vous avons donné pas mal d'informations sur les comment et les pourquoi d'Helm en tant que juge. Donc, nous voulions prendre un peu de recul et passer en revue certaines des applications abordées dans cet article. Donc, vous pouvez voir ici que nous avons noté quelques cas d'utilisation généraux pour l'évaluation. Je pense qu'un exemple qui est probablement très familier au public ici est la synthèse. Les systèmes RAG, donc, s'assurer qu'un cas d'utilisation de synthèse est en fait fluide et cohérent ou consistant. Et ensuite, pour RAG, comprendre si la sortie générée était réellement pertinente par rapport au contexte reçu, s'assurer que nous saisissons le bon contexte. Je suis vraiment enthousiaste à propos des évaluations multimodales. Je pense que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus populaire, surtout avec l'émergence de ces nouveaux modèles multimodaux. Nous n'avons pas de support audio pour l'API en temps réel pour l'instant, et je pense que d'autres modèles vont suivre dans ce sens. Donc, je pense que c'est un domaine qui va se développer et puis, il y a bien sûr l'évaluation spécifique au domaine, donc tout ce qui est une application spécifique à ce domaine, nous allons avoir ce genre d'évaluation aussi. Et encore une fois, ce ne sont que des choses variées et diverses que l'article souligne de manière détaillée et approfondie. Cela peut être n'importe quoi qui est pertinent, essentiel et crucial pour votre application spécifique et unique. Et cela va vraiment être défini par vos critères d'évaluation et ce que sont les critères de succès en fonction de ce domaine et des besoins des parties prenantes. Pour gagner du temps, on va sauter cette diapositive et passer rapidement aux limitations. Donc le dernier point concerne les métriques. Mais je veux parler de certaines des limitations. Ce sont des limitations que le document souligne. On pourrait dire qu'il y a plus à considérer, comme la perception de la communauté sur l'élément comme juge. Mais il y a définitivement, vous savez, des préoccupations concernant les biais et l'équité, le manque d'expertise dans le domaine, la sensibilité aux incitations, la vulnérabilité aux entrées adversariales, ainsi qu'une intensité en ressources. Donc ce sont juste des limitations qu'ils ont mises en avant. Je pense que certains d'entre eux, à mon avis, ne sont en fait pas autant des limitations, comme je pense que le biais et l'équité en font partie. Je pense que c'est définitivement quelque chose qui devrait être pris en compte, surtout si vous travaillez dans un domaine sensible, quelque chose comme le traitement de données médicales ou quoi que ce soit d'autre. Cela va vraiment impacter un être humain et à la possibilité de produire résultats injustes pour cette personne. Mais je dirais que je pense que beaucoup de ces fournisseurs de LLM ont mis en place des équipes pour gérer ces questions de réglementation. Ils font beaucoup pour essayer d'atténuer ce risque ici, donc je pense qu'entre toutes ces limitations, c'est celle qui, en tant qu'utilisateur final, me préoccupe le moins. Encore une fois, je ne dis pas qu'on devrait jamais l'ignorer. C'est important. Mais pour les fournisseurs de LLM, nous avons des protections. Passons à la diapositive suivante pour voir comment atténuer ces problèmes. Si vous êtes préoccupé par les biais et l'équité, vous devriez faire des audits réguliers, évaluer l'équité et les biais pour vous assurer que vous avez un signal indiquant que cela se produit dans votre application. En améliorant l'expertise dans le domaine, je pense vraiment qu'en intégrant des parties prenantes et des experts en la matière pour définir des critères, vous pouvez surmonter cette limitation. Si vous lancez quelque chose de basique sur votre modèle avec un alum comme juge, vous pourriez ressentir ce manque d'expertise dans le domaine. Mais je pense que si vous définissez vos critères, vous pourriez ne pas le remarquer autant. Et je pense aussi qu'ajouter, vous savez, des évaluateurs humains à ces tâches vraiment complexes comme une autre couche sera vraiment utile. Je pense que s'assurer d'avoir des invites standards est bon pour toutes les préoccupations concernant la sensibilité aux invites. Avoir une évaluation là-dessus, si c'est une de vos préoccupations, est une bonne façon d'obtenir un signal. Être capable de faire un pas supplémentaire, comme une barrière de sécurité ou quelque chose comme ça, ou d'ajouter des instructions supplémentaires à vos invites. Et enfin, il y a juste les coûts de calcul.
Je pense que vous savez optimiser vos pipelines et aussi utiliser des évaluations spécifiques à des tâches plus petites quand c'est possible. Ça va vous aider un peu avec les coûts. Cool. Commençons par les points à retenir ici. Tu veux nous lancer? Ouais, ainsi. LLM en tant qu'évaluateurs sont très polyvalents et peuvent être appliqués dans une gamme d'applications. Ils peuvent évaluer des réponses, des modèles et des ensembles de données à travers divers domaines et tâches. L'évaluation est spécifique au contexte, donc le succès dépend de critères bien définis, alignés avec les objectifs des parties prenantes et les besoins de l'application, comme l'a dit Aliane. Et puis, il y a quelques défis. Le biais, la scalabilité et la variabilité des invites soulignent la nécessité d'une conception et d'une supervision soigneuse. Et puis, ouais, la collaboration entre humains et IA est importante. Donc, ouais, juste ces exemples de, par exemple, utiliser, vous savez, la capacité d'Aris à, vous savez, ajouter des annotations humaines est un excellent exemple de, vous savez, s'assurer que vous intégrez des retours. Et il y a des moyens de le faire de manière évolutive en utilisant aussi les retours de vos clients. Et puis, au-delà du papier. Le succès pratique nécessite de la créativité, des tests itératifs et une intégration avec des flux de travail plus larges. Donc, ouais, tout ça. Ouais, je pense que ce papier est génial. C'est une super enquête. Si vous avez des questions sur ce qu'est un juge LNS, quelles sont les choses auxquelles vous pensez, c'est utile à lire. On a bien réussi à distiller certains des points principaux, mais je pense vraiment que c'est super de lire tout ça. Il nous reste juste 2 minutes. Il y a une autre question ici, donc je vais essayer d'y répondre rapidement. Il demande si des critères EVAL sont fournis par des organismes de réglementation spécifiques à un domaine pour des références publiques. Je pense vraiment qu'il faut considérer quelle est votre application spécifique. Il n'y a pas vraiment de solution universelle quand il s'agit des evals. Ce que je vais dire, c'est que nous-mêmes et beaucoup d'autres avons proposé certaines meilleures pratiques en ce qui concerne les évals ou des modèles d'éval que vous pouvez utiliser. Des choses comme la correction QA ou l'hallucination pour les systèmes RAG, les évaluations de synthèse de code. Nous avons aussi des choses autour de l'appel de fonction. Donc, je pense que Phoenix et Aries sont une excellente ressource pour avoir un bon point de départ. C'est vrai, mais ils sont toujours censés être itérés, qu'ils doivent être adaptés à votre propre contexte, à votre propre expertise. Mais je pense que c'est une très bonne ressource pour vous si vous cherchez quelque chose pour commencer avec certains critères d'évaluation. Oui, je vois que Sarah a posté un lien vers ça dans le chat. Voilà. N'hésitez pas à y jeter un œil. Vous savez, à trouver Nick ou moi-même dans le canal Slack de la communauté. Nous pouvons également vous aider. Oui, je peux essayer d'aller vite sur nos flux de travail. Donc, si quelqu'un ici n'est pas au courant, nous avons un assistant IA copilote dans notre interface utilisateur. Je crée des évaluations tout le temps pour le copilote. J'ai en fait quelques articles de blog sur les leçons apprises et comment nous utilisons Aries pour nos flux de travail. Mais je pense, à un niveau très élevé, nous passons du temps à identifier ce qui doit être évalué. Quels sont ces critères de réussite? Nous utilisons souvent Copilot pour générer nos modèles afin que je n'ai pas à faire d'ingénierie de prompt à ce sujet. Et ensuite, il y a juste cette surveillance, cette visualisation, cette observation et cette analyse de ces résultats pour comprendre où améliorer mon application, où ajouter plus d'évaluation. Donc, c'est un processus très itératif, mais n'hésitez pas à consulter le blog et je suis heureux que vous puissiez me trouver LinkedIn sur Slack et je peux entrer dans beaucoup plus de détails, mais je sais que nous manquons de temps ici, donc c'était ma réponse vraiment très rapide à ça. C'est super. L'impression que tu as bien couvert le sujet. Génial, cool. Eh bien, merci à tous de nous avoir rejoints. Nick, c'était vraiment super amusant. Nous devrons en faire un autre bientôt. Oui, c'était super. Merci à tous. J'apprécie aussi les super questions. Passez une excellente journée, tout le monde. Au revoir.